fait, je sais pas, j'avais honte en fait de dire oui, j'ai peur de grossir, oui, je suis à la calorie près, je ne peux pas manger tel truc, juste pour ne pas grossir, quoi. Maladie chronique au féminin, en parler sans tabou. Le podcast qui libère la parole des femmes et éclaire la face cachée des maladies chroniques. Aesio Mutuel a voulu recueillir le témoignage de ces femmes courageuses, trop souvent murées dans le silence par crainte de gêner, de paraître faibles ou d'inquiéter leur entourage. Aujourd'hui, elles nous disent tout. Leur quotidien, leur intimité, leur combat, sans tabou. Elles s'appellent Marie et Caroline et toutes deux vivent avec l'anorexie mentale. Ce trouble de conduite alimentaire se manifeste par une perte de poids intentionnelle. Il touche en majorité les femmes et apparaît le plus souvent à l'adolescence. Dans cet épisode, Marie et Caroline reviennent sur les premiers signes de l'anorexie mentale, les défis qu'elles ont dû rencontrer et les espoirs qu'elles portent aujourd'hui. C'est Marie qui commence. Alors moi j'ai un souvenir très clair du début de la maladie. En fait c'était quelque chose de très conscient en fait et quelque chose de très souhaité surtout. J'avais toujours été une petite fille qui était un petit peu différente mais qui avait aucun problème corporel ni alimentaire. Et suite à un abus sexuel en fait je me rappelle avoir vu une couverture de magazine qui faisait de la prévention contre justement l'anorexie, avec une couverture qui illustrait en fait une femme en fait d'une maigreur vraiment famélique et cadavérique. Donc il n'y avait aucun lien avec le mannequinat, la beauté ou quoi que ce soit, c'était vraiment quelqu'un qui était en fin de vie. À la lecture en fait de ce magazine qui est un magazine de prévention pour adolescentes, malgré tous les symptômes qui étaient dépeints, en fait, je me suis dit que ça pouvait être ma solution à l'époque, comme si mon corps en fait pouvait s'exprimer en fait à ma place. Tous les mots que j'arrivais pas à dire, qui étaient coincés dans mon ventre suite à cet abus, je me suis dit que l'anorexie pouvait être une bonne idée. Donc évidemment, j'étais à 10 000 lieues de me douter de ce que ça impliquait, mais en tous les cas, il y avait quelque chose de très très volontaire et très conscient dans le fait de plonger dedans. Et c'était à l'âge de 12 ans. Moi, j'ai mis tous les stratagèmes en place pour perdre du poids en fait le plus rapidement possible. Donc avec une restriction calorique qui a été très importante au départ, avec une anorexie qui a été très caricaturale comme on l'imagine, c'est-à-dire que je suis arrivée à un stade en fait d'extrême maigreur très rapidement, avec tous les clichés qui vont avec, c'est-à-dire la pomme verte, la tranche de jambon blanc, tout était pensé vraiment pour que ce soit extrêmement radical, avec du coup les pesées à outrance. Il y avait un désir très conscient de tomber en fait dedans. Et une maladie paradoxalement qui se camouflait très bien auprès de mes parents qui étaient très absents, mais qui commençaient en fait à m'isoler aussi complètement au collège. C'est-à-dire que je vivais déjà avec une différence émotionnelle, enfin le fait de me sentir différente. Le problème c'est qu'évidemment j'avais plus d'énergie du tout. Enfin le monde arrêtait pas de se creuser en fait entre mes camarades et moi. C'est-à-dire que j'avais perdu absolument toute joie de vivre, toute énergie, tout le goût des plaisirs simples et tout ce qu'on aime bien faire en fait à 12 ou 13 ans. Passer en fait le côté très jouissif au départ, c'est-à-dire du contrôle en fait sur son alimentation, sur son poids et à l'extrême, quand tout se passe en fait un petit peu quand on le désire, là, c'est en fait la dépression totale et puisqu'il y a plus aucun plaisir et en fait je suis toute seule dans ma tête en fait dans un monde en fait de grammes, de poids, de calories où tout est millimétré. Donc ça c'est pour le début. Finalement c'est assez court en fait cette phase d'anorexie vraiment drastique, qui ensuite finalement est suivi par l'arrivée des compulsions alimentaires, c'est-à-dire en tous les cas le souhait d'un mieux-être, c'est-à-dire que j'ai envie au bout d'un moment d'aller mieux quand même. Je dois avoir 15 ans, on vient de déménager, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ, d'essayer d'aller mieux. C'est toute une période pendant laquelle je ne suis pas suivie du tout, donc avec des parents qui sont complètement démunis, qui assistent mais qui m'envoient une fois chez une diététicienne. Moi je pleure dans son bureau parce qu'elle me demande du coup d'ajouter 100 grammes de féculents en plus, ce qui me semble être complètement surréaliste. Donc je me débrouille toute seule et à un moment donné, en fait, j'ai un espèce de sursaut de vie à l'âge de 15 ans où là en fait, je décide de reprendre du poids pour coïncider en fait pour vivre une vie d'adolescente en même temps que les autres, sauf que ça se passe pas du tout comme prévu.
parce que finalement, j'ai pas de suivi, j'ai pas d'accompagnement. Je suis persuadée que guérir l'anorexie, c'est grossir le plus vite possible. Et donc en fait, je me gave toute seule. Je tombe dans l'écueil de me soigner seule et d'essayer de me soigner sur les réseaux sociaux. Je prends du poids très vite et en fait, c'est la boulimie qui vient s'en mêler. Et donc il se passe en fait comme ça une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'alimentation intuitive à l'époque que j'avais découverte en fait à l'âge de 15 ans, qui m'avait aidée à manger un petit peu de tout. C'est une approche qui permet en fait de se décentrer du poids, de faire davantage confiance en fait à ses sensations corporelles, le plaisir alimentaire, ses goûts, sans règles nutritionnelles extérieures. Voilà, on va dire c'est remettre de la spontanéité dans son alimentation. Donc moi, ça m'avait aidé à un moment donné, puisque ça me permettait de manger de façon plus souple, mais seulement un peu plus. C'était un peu plus de burgers, un peu plus de pizza, mais seulement un tout petit peu plus. Et à chaque fois, en fait, je restais quand même frustrée parce que j'arrivais pas à manger à ma faim pleinement non plus. J'assumais pas le fait de manger à hauteur de mes besoins. Ça donnait lieu à des crises de boulimie. Voilà, c'est un petit peu une période de troubles alimentaires invisibles, c'est-à-dire que socialement, j'avais plus ce corps qui me coupait du monde, donc dans la maigreur famélique de l'époque, mais il y avait quand même des crises, il y avait quand même un comportement complètement border, et j'ai été suivie en fait à l'âge du coup de 23 ans, donc suite à une hospitalisation en fait qui s'est faite sous la contrainte. Donc du coup à la demande de ma mère, là où j'avais perdu à nouveau énormément de poids et avec une consommation de produits en fait toxiques, stupéfiants et d'alcool, où en fait il y avait quasiment plus de repas. Et là ça m'a permis en fait d'être suivie pour la première fois par un diététicien à l'hôpital, déjà de reposer mon corps et en fait d'avoir un suivi les premiers temps qui était uniquement on va dire bouffe et avec une reprise de poids qui s'est faite de façon encadrée. Le diagnostic, il est sorti très vite. Je pense que le déni, en fait, il tient pas longtemps. Peut-être qu'au départ, on peut être dans le déni si on ne connaît pas cette maladie. Je pense qu'on peut faire preuve aussi de déni vis-à-vis de ses proches pour pas leur en parler, pour pas être forcé à manger. Et donc le diagnostic a été posé depuis longtemps. C'est juste que on savait pas en fait vers qui se tourner. Alors moi, j'ai un parcours qui est vraiment différent de celui de Marie. J'arrive pas à me rappeler un souvenir précis, moi il y a pas un instant T. Par contre, je me rappelle que tout mon collège, je me suis sentie différente. Donc ça, c'est un point commun. Enfin, je me sentais en marge, je me sentais pas à ma place en fait. J'étais pas populaire. Entre le collège et le lycée, donc j'avais à peu près 15 ans, c'était les vacances d'été. Et là, je me suis dit, ouais, je vais faire un relooking total. Donc, je suis allée m'acheter plein d'habits, du maquillage. Et dans le package, en fait, je me suis dit, tiens, je vais perdre 2-3 kilos. J'étais pas grosse, hein, j'étais vraiment dans la norme. Mais j'avais vu une photo de moi je m'étais pas trouvée belle dessus. Enfin, je m'étais pas trouvée suffisamment mince par rapport au standard de l'époque, qui était, c'était en 2000, donc c'était assez skinny quand même. Et moi, j'étais pas skinny, quoi. J'étais juste, normal. Et chez moi, il y avait des magazines aussi féminins qui parlaient de régime. Et en fait, en cachette, j'ai commencé à lire tous ces magazines. C'était les débuts d'Internet. Donc, j'ai commencé à chercher un peu comment perdre du poids. Et je me suis mis, en fait, à tout doucement diminuer un petit peu ce que je mangeais, mais ça ne se remarquait vraiment pas. En fait, mes parents ne remarquaient rien. En fait, je mangeais peut-être plus de goûter. J'enlevais le pain, mais le pain à table, bon, ça se remarque pas forcément. J'enlève une tartine le matin. C'était pas une réduction calorique drastique. C'était vraiment petit à petit. Et en fait, en faisant ça, j'ai perdu très facilement 2 kilos. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est facile de perdre du poids. J'entendais les adultes dire que c'était la galère, quoi. Donc je me disais, ça va être la galère, ça va être super dur. Et en fait, non. Ça a été super simple. Donc là, je me suis dit, tiens, on va essayer de perdre encore 2 kilos, ça sera encore mieux. Et puis en fait, après, j'ai perdu quelques kilos, mais j'avais très très peur de grossir. Donc en fait, je me suis retrouvée, mais si je remange comme avant, je vais reprendre. Donc comment je fais maintenant? Je suis bloquée dans cet état-là, je savais plus quoi faire. Et j'avais pas perdu énormément de poids, moins de 10 kilos c'est sûr. Mais comme j'ai une petite sœur en fait qui a fait de l'anorexie avant moi et qui a été hospitalisée, qui a eu une sonde nasogastrique, qui est descendue à 28 kilos,
mes parents, j'ai perdu 3 kilos, ils étaient attention, ils m'ont tout de suite emmené consulter quelqu'un. Et là, en fait, la dame, le docteur, m'a dit que j'étais anorexique comme ma sœur. Et là, j'ai tout nié en bloc. C'était pas possible. C'était pas du tout de l'anorexie. Moi, je faisais un régime. J'ai rejeté ce diagnostic. Donc après, on m'a dit, il faut reprendre du poids, sinon tu vas aller à l'hôpital. Alors que bon, j'étais maigre, mais j'étais pas vraiment dans les clichés de l'anorexie. Et comme j'avais vu ma sœur hospitalisée, donc à l'époque c'était pas de visite, pas de téléphone, pas de télé, elle avait rien dans sa chambre, c'était la prison. Je me suis dit c'est pas possible, je veux pas vivre ce qu'elle a vécu. Et tant bien que mal, j'ai repris le minimum syndical de kilos qu'il fallait reprendre. Et je suis allée voir une psychologue. Mais ça a servi à pas grand-chose. En fait, dans ma tête, j'étais pas prête. J'étais pas prête à accepter ce diagnostic. Et j'étais donc pas prête à m'en sortir. Sauf que, non, quand on traite pas quelque chose, ça revient au galop. Du coup, je me la suis traînée une bonne partie de ma vingtaine. Et avec des hauts et des bas. Hein, mais après, donc, j'avais des facultés à perdre du poids assez facilement. Et en fait, quand je perdais du poids, après, c'était très dur pour moi de remonter. C'est la rigidité alimentaire qui s'installe. Et c'est très très dur d'en sortir. Ouais, c'est une addiction en fait à ce contrôle alimentaire. Là actuellement, alors moi je rencontre encore des problématiques de compulsion alimentaire certains soirs où je peux être seule. Au niveau de l'alimentation, j'ai une alimentation en tous les cas qui me plaît en dehors de ces épisodes. Je sais que je suis toujours suivie par une diététicienne quand j'en ai encore besoin. Je sais que, on va dire que quand certains événements vont échapper à mon contrôle, ça peut encore se répercuter dans l'alimentation. Je compose, on va dire, avec certains séquelles, c'est-à-dire que je sais que je retrouverai jamais un comportement alimentaire qui va être totalement spontané, c'est-à-dire que j'ai pas de restriction, on va dire, alimentaire en termes d'aliments, mais il peut y avoir, on va dire, ce qui peut être de l'ordre du contrôle souple, c'est-à-dire que ça se joue pas sur les aliments, mais c'est plutôt un petit peu encore un petit peu l'intention qu'il y a derrière. De temps en temps, je sais que j'ai pas retrouvé ce rapport totalement spontané, totalement décomplexé, ou alors c'est rare, ça va être dans des cadres qui vont être extrêmement favorables. Donc, de façon générale, ma vie va bien, mon alimentation va bien aussi, mais je suis lucide quant au fait qu'il y a encore un petit peu de contrôle à ce niveau-là. Moi, j'aime bien voir le rapport à l'alimentation un peu comme un spectre, en fait, où d'un côté, il y a les gens qui sont très en souffrance avec des TCA, et de l'autre, les gens qui sont totalement libres et totalement dans un rapport un peu enfantin avec l'alimentation. Et je pense qu'en fait, on est tous un peu sur ce spectre. Et moi, je suis allée très très à gauche du spectre, mais je me suis vraiment rapprochée de l'autre côté, mais je sais pas, je pense que j'aurai jamais un rapport totalement, je retrouverai jamais le rapport que j'avais étant enfant, parce qu'en fait je suis passée par presque 15 ans de ma vie là-dedans, et je pense que n'importe quelle maladie, même quand on a eu un cancer et qu'on en guérit totalement, ça marque, et je sais qu'il y a des choses que j'oublierai jamais, le nombre de calories de tel aliment, mais je sais que il faut que quand même je sois un peu vigilante à ne pas me laisser embarquer dans certaines situations qui pourraient être difficiles, des événements de vie. Je sais que ça pourrait me faire peut-être replonger. En fait, au quotidien, je vis bien mon alimentation, j'ai pas de problème, ça va. Pour moi, la maladie, elle a vraiment un fort impact sur tout ce qui est relations sociales. Vraiment, ça isole énormément. Et en fait, on a tellement des routines alimentaires rigides que on va s'interdire de sortir, on va pas avoir d'amis. En fait, on a aussi pas toutes les personnes, mais certaines font beaucoup de sport, c'était quand même mon cas. Donc il fallait pas louper sa séance, c'était pas possible de louper une séance, donc même en vacances, il faut trouver des salles de sport, où il faut une piscine, où il faut aller courir ou quoi. Et du coup, les personnes, les amis, des fois, peuvent s'éloigner parce que on est un petit peu, entre guillemets, relou, quoi. On n'est pas fun, quoi. C'est vraiment rigide. Et pour moi, je pense que j'ai perdu des amis à cause de ça, qui sont éloignés parce que, mine de rien, les relations sociales, ça tourne toujours autour d'un resto ou d'un verre ou quelque chose. C'est vraiment ça qui fait les relations sociales. J'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Je pense que j'ai perdu des amis. Je pense que le plus gros impact, il a été familial déjà, c'est-à-dire le fait un petit peu d'être
toujours enfermé un petit peu dans une étiquette dont il est très difficile de sortir sur ce plan-là. Donc il y a toujours cette surinquiétude et le fait de sentir que par moment les parents, ou en tous les cas la mère, la sœur, peuvent essayer de se substituer encore à un psychiatre, un diététicien, et sentir qu'on n'a pas retrouvé une place en fait tout à fait normale. Aujourd'hui nos relations vont vraiment beaucoup mieux, mais je sais qu'il y a une place qui a été volée en fait à ma petite sœur pendant des années, c'est-à-dire que on se concentrait uniquement sur ma maladie qui était beaucoup plus visible, que ce soit par les pertes de poids vertigineuses, les remontées, mais les traces que pouvaient laisser les crises alimentaires. Donc ma petite sœur, elle est complètement passée à côté, et c'est un lien qui est très difficile à restaurer. Et à l'origine, c'est vrai que j'avais aussi déjà une personnalité qui était à la fois extrêmement perfectionniste et très dépendante aussi. Et c'est vrai que les troubles alimentaires, Caroline parlait d'addiction tout à l'heure, le fait d'être addict au contrôle de son poids, addict au contrôle de son alimentation, moi ça a amplifié déjà certaines dépendances, là où on va dire que l'un et l'autre se sont un petit peu nourris. Et donc c'est plus du côté des addictions, et en fait ça a été tout un ensemble en fait justement. Donc les relations sociales qui se dégradent finalement parce qu'on devient quelqu'un de très égocentré aussi avec cette maladie. Quand t'as un cerveau qui est pas assez nourri, tu peux même plus suivre une conversation, tu es là complètement dans ta tête. Tu peux juste pas te concentrer. Je pense que aussi ça a eu un impact après aussi, malgré les études qui ont été assez brillantes, ça a eu un impact sur les capacités de concentration. Donc en fait c'est un petit peu global. Mais j'essaie de pas me dire qu'aurait été ta vie sans, parce que de toute façon ça s'est fait comme ça, et j'ai pas envie de ressasser outre mesure. Mais je pense que l'impact c'est familial, et beaucoup de profils qui ont des troubles alimentaires qui développent aussi des addictions, et donc du coup ça se répercute en fait dans toute la sphère de la vie en fait. Mais non, moi dans mes relations, avec ma famille, ça a pas trop. Je pense qu'ils étaient inquiets quand je perdais du poids. Mais peut-être ils se rendaient pas trop compte que c'était à ce point-là dans ma tête. J'ai pas supprimé de famille d'aliments, donc j'ai toujours eu un peu de féculents, un peu de trucs, mais c'était tout contrôlé en termes de quantité. Et surtout, j'avais faim en fait. Moi, j'ai jamais perdu la sensation de faim, donc je luttais contre ma faim donc en permanence. J'ai quand même réussi à faire toutes mes études. A posteriori, je sais pas comment j'ai fait. C'est vrai que j'avais des week-ends où je dormais pas mal pour récupérer, et j'étais extrêmement fatiguée, donc c'est vrai que des fois j'avais besoin dès que je pouvais faire une sieste dans l'après-midi, ça m'arrivait de faire une sieste. Mais je sais qu'il y a d'autres anorexiques qui ne supportent pas l'idée de dormir. Moi en fait, tant que je pouvais faire le sport que je devais faire, ça allait, j'arrivais à dormir. Après mes études, ça a été vraiment l'internat, le début d'internat, ça a été super difficile parce que on fait énormément d'heures. Et après j'ai choisi une spécialité entre guillemets plus tranquille. Et je pense que la maladie, ça a joué aussi dans le fait que je choisisse cette spécialité, mais je pense que je l'aurais choisi de toute façon parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est une spécialité, c'est l'anatomie pathologique où on est dans un laboratoire. On n'est plus posé, on a des horaires, on n'a pas des gardes incessamment, des trucs de nuit, ce que j'ai pu faire avant mes 2 premières années d'internat, où c'était vraiment très très dur, parce que en plus c'est dur intellectuellement mais physiquement aussi, parce qu'il faut tenir les journées à rallonge. Ouais, je sais pas comment j'ai fait. Moi j'ai toujours caché au maximum. En fait avec des vêtements un peu amples, ça passait. Puis en plus on a une blouse, donc tous les vêtements aussi, pyjama de bloc et tout ça, ils sont larges, donc en fait on voit pas. Donc j'arrivais à passer entre les gouttes. Les moments où c'était un peu dur, c'était les repas. Donc là il fallait que je fasse un peu style de manger, mais ça m'embêtait parce que j'avais pas forcément envie de manger au moment où les autres voulaient manger. Donc des fois je prétextais que j'avais un truc à faire, que je pouvais pas aller manger, il fallait que je finisse un truc, ou pendant longtemps aussi j'ai ramené ma gamelle parce que du coup ça me rassurait, mais du coup ça m'isolait parce que mes collègues, mes co-internes, ils allaient à l'internat pour manger, et moi j'avais ma gamelle, donc je pouvais pas aller manger avec eux. Même si j'avais pas une alimentation qui
correspondait à ce qu'on imagine dans l'imaginaire collectif, être une alimentation restrictive. Pour moi, tout était quand même surmentalisé. Par exemple, j'allais imaginer la disposition de l'assiette, ou alors j'avais pas mal de rituels. Quand on allait déjeuner entre collègues, j'avais vachement de lubies, c'est-à-dire que je savais que j'avais une boulangerie qui allait être rassurante avec toujours X sandwich ou X plateau de sushi. Il y avait quand même énormément de contrôle. Et quand je pense au contrôle, aux difficultés de concentration, je vivais dans un climat en plus d'anxiété de façon générale. Il y avait une prise de médicaments pour me soulager, et en fait, il y a beaucoup de brouillard mental, on va dire que les addictions et les troubles alimentaires se rencontraient. Rien ne se voyait, mais ça a affecté ma vie professionnelle sur des choses bêtes, mais c'était le fait de faire des heures d'inattention, et surtout le fait d'être rarement présente en fait avec les autres, des difficultés d'intégration, là où je voyais des collègues qui étaient hyper légers, très conviviaux, qui avaient des rapports très cool, très très sains. En plus, je bossais dans la publicité. Moi, je gardais une certaine rigidité, ou à moins d'enfiler un masque social. J'arrivais pas du tout à lâcher prise, à être moi-même, puisque toute l'attention en fait était portée sur l'alimentation, donc à la fois la peur de grossir et en même temps l'obsession alimentaire quand même. C'était quelque chose qui était très ambivalent, c'est-à-dire que j'étais à la fois vachement dans le contrôle de mon poids, de mon alimentation, et obsédée par le plaisir alimentaire quand même. Et là aujourd'hui, j'ai un emploi que j'aime beaucoup, qui s'exerce en fait en freelance, avec des relations avec mes collègues qui se portent super bien. J'ai fini par trouver en tous les cas une vie professionnelle qui était adaptée aujourd'hui à la vie que je voulais mener, c'est-à-dire du temps pour travailler, du temps pour enseigner. Et j'en parlais pas avant au travail. Aujourd'hui, j'ai certains collègues en tous les cas qui sont au courant, mais c'est plutôt par rapport ils sont plutôt tombés sur des écrits sur les réseaux sociaux en fait à ce sujet. En fait, j'en parle peu au travail, sauf si ça vient dans la conversation, sauf si je sens que la personne a déjà rencontré la même difficulté, ou à quelqu'un qui en souffre, mais c'est vrai que sinon je ressens pas le besoin d'aller amener ce type de problématique sur mon lieu de travail. Moi, je l'ai toujours caché, j'en ai absolument jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Même à mon mari. Mon mari, en fait, on s'est mis ensemble, il savait pas. Moi, il y a un truc auquel je pense spontanément, c'est alors déjà les deux problématiques, qui touchent vraiment au corps et à la dignité de femme. Ça va être donc de temps en temps le recours au vomissement qui peut survenir au cours de la maladie, notamment quand la maladie va évoluer, c'est-à-dire que on a hyper faim en fait, et quand ça peut dévier vers l'autre pendant qui est la boulimie. Voilà, donc déjà les vomissements, ça c'est dégradant, et je trouve que c'est très difficile de dire d'avouer un homme qu'on aime, ou d'avouer à sa famille de dire papa, maman, j'ai peur de grossir, c'est une chose. Dire papa, maman, je me fais vomir, c'est encore autre chose, parce que ça relève un peu de quelque chose de sordide, et qu'on n'a pas envie d'être visualisé comme tel. Et l'autre tabou, je trouve que c'est autour des troubles digestifs, avec l'utilisation chronique des laxatifs. J'avais commencé à en prendre. C'est une addiction qui a duré des années. Au départ, ça peut être très mal interprété, parce qu'on a l'impression que c'est une nouvelle façon de perdre du poids, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça donne des douleurs juste à mourir au niveau du système digestif, et ensuite après c'est toute la machine qui se met en branle. D'ailleurs, finalement, laxatif ou pas d'ailleurs, c'est le fait d'avoir toujours ce ventre gonflé comme celui d'une femme enceinte. Ça a été un des principaux freins dans ma guérison, c'est-à-dire que je mange normalement, que je suis en restriction, qu'il y ait des crises, j'avais toujours un ventre vraiment mais hyper proéminent, hyper douloureux. Je pouvais passer des semaines sans aller à la selle lors des périodes d'arrêt. Je crois que le maximum, une fois c'était 3 semaines sans selle avec une alimentation normale. Autant dire que je passais à table vraiment le cœur au bord des lèvres. J'avais l'impression que j'avais mangé 3 raclettes d'affilée, alors que je commençais enfin à retrouver ce rapport joyeux, plaisant à l'alimentation, avec la volonté d'aller mieux. Et ça, je trouve qu'on ne parle pas assez des troubles digestifs et de ce qu'on peut mettre en place pour. Donc j'ai une gratitude infinie vraiment aujourd'hui d'avoir retrouvé un transit et une digestion confortable. Mais je trouve que c'est vraiment un fléau dont on ne parle pas, parce que ça touche au corps, ça touche au fait d'aller aux toilettes. C'est des choses qui viennent pas spontanément dans la conversation, qu'on a parfois du mal à dire, alors que c'est naturel, et que ça peut juste
pourrir la vie, de se traîner des problèmes digestifs comme ça pendant des années. Ça m'a volé, ça vole encore la vie de beaucoup de femmes, que ce soit à cause des laxatifs ou de façon générale un organisme qui a du mal à se remettre en marche, et encore peu de solutions qui sont apportées par les médecins, en fait, je trouve. Pourquoi j'avais du mal à en parler? En fait, c'est un peu avouer que notre petite personne c'est un peu être égocentrique ou narcissique. J'avais peur que ça soit interprété comme ça, qui en fait n'est pas le cas. Et puis en fait, ça allait un peu contre mes valeurs. Je suis pas quelqu'un à me préoccuper trop de moi, me faire passer en premier, etc. Et en fait, la maladie, elle vient en conflit avec qui je suis, en fait, vraiment. C'est une maladie qui est à l'opposé de mes valeurs, en fait. C'est vraiment se recentrer sur soi-même, faire attention à son poids, à ses calories, alors que, en fait, au fond de moi, je suis pas du tout comme ça. Et ce décalage, en fait, je sais pas, j'avais honte, en fait, de dire, oui, j'ai peur de grossir, oui, je suis à la calorie près, je ne peux pas manger tel truc, juste pour ne pas grossir, quoi. Ou être mince. Ça, pour moi, c'était ça, mon tabou. J'ai mis environ 4 ans à le dire à mon mari que c'était vraiment maladif, quoi. J'y suis arrivée, parce que on était dans un parcours PMA. C'est vrai que mon poids interpellait quand même un petit peu les médecins. Ils me disaient pas que j'étais anorexique, mais ils me disaient quand même, vous êtes bien maigre. À l'époque, je faisais 43 kilos pour 1m63. Je lui ai dit 2 choses en même temps. Je lui ai dit, je vais aller chercher de l'aide parce que je suis anorexique. En fait, je lui ai dit les deux d'un coup. Je lui ai dit, je m'en sors pas toute seule, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est en postpartum que j'ai voulu me faire soigner. Parce qu'en fait, en postpartum, ça a été la dégringolade. J'ai perdu du poids comme jamais. Je suis tombée au plus bas de toute ma vie en postpartum. Je suis descendue à 40 kilos. Et un jour, j'ai vu 39,8 sur ma balance. Et j'ai fait, waouh, j'ai descendu la barre des 40, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Et en fait, là, j'ai été voir mon mari. Je lui ai dit, bon, maintenant, on a une fille. Je peux pas rester comme ça. Et j'ai cherché, du coup, psychologue, diététicienne. Et c'est là vraiment que j'ai recommencé à remonter la pente. Moi, c'était vraiment ça qui m'animait. Je voulais pas que mes enfants remarquent que je mange pas forcément tel aliment, que je suis sans arrêt en train de me peser. Je pense que les enfants qui sont témoins quand même d'une maman ou d'un papa qui ne mangent pas forcément comme tout le monde, je pense que ça a un impact. Peut-être pas tout de suite dans l'enfance, mais plus tard. Alors moi je suis en couple donc du coup depuis plusieurs années avec mon compagnon, on vit séparément même si on est de plus en plus la question peut-être de l'emménagement ensemble se pose. Dès le début, j'ai pas eu besoin de le lui dire et en fait moi j'étais assez à l'aise avec l'idée de pouvoir dire justement que je souffrais d'anorexie et j'en ai jamais fait un étendard et j'ai pas eu à le lui cacher non plus, sachant qu'en fait c'est vraiment quand j'ai commencé en fait à rencontrer mon compagnon qu'il y a toute une dynamique en fait de mieux-être qui s'est mise en place dans l'ensemble en fait de ma vie. Il y avait le fait de le rencontrer, le fait à l'époque de reprendre une activité professionnelle, le fait de prendre un nouvel appartement de mon côté. Donc il y avait quand même tout un climat en fait de nouveauté pour impulser en fait un changement. Il y a juste des fois où par contre, je sais que je voulais pas l'embêter avec certaines de mes préoccupations. C'est quelqu'un qui fait énormément de pâtisserie et avec des doses en plus, mais de beurre, mais surréalistes. C'est la mode entière, vraiment. Et je sais qu'il y a des choses bêtes, mais j'arrivais pas à lui dire. Là, mon amour, ça m'empêche en fait de profiter du moment présent parce que le gâteau est sur la table et du coup je passais en plus mon temps à me resservir. J'avais du mal à communiquer sur les difficultés qui me restaient encore, qui étaient liées à mon alimentation. J'aime bien dîner par exemple assez tard et lui c'est quelqu'un qui dîne vraiment particulièrement tôt. Quand on a souffert d'un trouble alimentaire, il y a le fait de rechercher beaucoup de satisfaction dans ses repas, de faire des repas des moments de plaisir. Et lui, c'est quelqu'un qui peut se contenter d'alimentation extrêmement fonctionnelle, très fade, prise vraiment à la va-vite.
J'arrivais pas à verbaliser ça, je voulais pas l'embêter, je voulais pas passer en fait pour une chose. Ça a mis du temps, mais vraiment aujourd'hui on a un équilibre de repas et alimentaire qui nous convient super bien, donc ça c'est top. On a un équilibre de vie vraiment, c'est de plus en plus agréable vraiment, donc je sais que c'est une relation qui a vraiment contribué finalement, enfin qui aujourd'hui contribue à ce que j'aille vraiment beaucoup mieux. Et parmi les conseils que je pourrais donner, vraiment, en tous les cas, c'est déjà vraiment de se faire suivre. À une heure, en fait, où on parle beaucoup de troubles alimentaires sur les réseaux sociaux, les magazines, ces conseils-là ne suffisent pas, en fait. On a bien vu avec Caroline qu'on a 2 parcours qui sont extrêmement différents. Donc, trouver des soignants qui vont correspondre à ses spécificités, à soi, déjà, justement. C'est déjà un bon début, ouais, essayer de se rendre fier autrement que par contrôler son poids, trouver du plaisir ailleurs. Et puis, au bout d'un moment, se sortir un peu la tête de l'alimentation. Guérir, ça passe aussi par grossir, mais se dire qu'il n'y a pas que ça non plus dans la vie, renouer avec le créatif, faire des projets quels qu'ils soient, mais essayer de se rendre heureuse autrement. Voilà, je trouve que la notion un petit peu de guérison d'un trouble alimentaire, elle est encore assez mal définie, et que par moment on va imaginer un petit peu ce truc que guérir, c'est oublier que ça existait, guérir, c'est ne plus jamais avoir aucun séquelle, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et que l'important c'est surtout déjà d'avoir une vie dans l'ensemble qui aille bien, une alimentation qui soit plus un problème, surtout dans le cadre des troubles alimentaires à l'âge adulte. Bah moi je valide tout ce que dit Marie, mais pour ajouter quelque chose aussi, c'est que parfois quand on tombe dans cette maladie, on ne sait pas qu'on tombe dans cette maladie, je pense au départ. Avoir son cerveau envahi par l'alimentation, c'est pas normal. Si ça vous arrive, posez-vous des questions. C'est pas normal de penser depuis le petit-déj tout le temps, jusque le soir dans son lit, de rêver la nuit de nourriture. Enfin, il y a un moment, si on est obsédé par la nourriture, ça veut dire quelque chose. Alors peut-être c'est pas un TCA, enfin je sais pas, mais peut-être c'est pas de l'anorexie, mais quand même ça pose question, et je pense qu'il faut consulter. Faut pas avoir honte, il faut pas hésiter à en parler. Si on souffre par rapport à son alimentation, ou par rapport à son poids, ou par rapport à son corps, faut pas hésiter à en parler avec un professionnel. Marie, Caroline, un grand merci d'avoir témoigné de vos vies avec l'anorexie mentale. Afin d'apporter un regard complémentaire, nous avons interrogé Nadège Châtaignier, psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine du handicap et de l'addictologie à la Mutualité française de la Loire. Nadège Châtaignier, comment est-ce que vous réagissez à l'écoute des témoignages de Marie et Caroline ? Je trouve que ce sont des femmes déjà courageuses qui osent parler de leur maladie, l'anorexie. Il y a eu un sacré cheminement pour en arriver là. On le perçoit bien, où en effet, elle parle d'elle, de la maladie, parce qu'il faut bien différencier 3 personnages. La maladie, l'anorexie, puis la boulimie. La personne malade en 2, c'est-à-dire la restriction qui ne peut pas s'empêcher aussi de faire des crises. Et en 3e, la personne en devenir, c'est-à-dire la personne elle-même après la guérison. Elles font une bonne analyse de leur histoire, de la maladie. Pour moi, ce sont avant tout des expertes. C'est elles qui connaissent au mieux leur maladie. On sent bien que l'anorexie mentale commence en fait quand la personne n'a plus un objectif de poids. C'est une véritable addiction comportementale qui se fait jour. Je trouve leurs témoignages précieux et touchants en fait, et ils aideront sûrement d'autres personnes en grande souffrance à se reconnaître et à oser parler. C'est déjà le début de la thérapie. Est-ce que leurs parcours sont assez similaires à ceux que vous avez l'habitude d'entendre en entretien ? Je retrouve quand même le tableau clinique classique, la période charnière de l'adolescence pour les deux, qui est une période un peu complexe par rapport au changement corporel, notamment pour Caroline, avec un mal-être qui est fréquent autour de 14 ans. On voit bien du coup ce besoin un petit peu de contrôle au niveau du poids. Donc il y a l'adolescence, mais il y a aussi le traumatisme qui peut apparaître, cette violence physique ou verbale, disparition d'une personne aimée, ou un trauma sexuel qui déclenche effectivement un début vers l'anorexie. Oui, c'est des situations que j'ai pu retrouver. Dans 70%, c'est plutôt le régime,
qui amène et le mal-être qui amène du coup à l'anorexie. Et dans 15% des cas, un état dépressif et parfois le traumatisme, comme on peut voir pour Marie. L'anorexie mentale, effectivement, paraît au cerveau comme une solution faite face à un trauma. Et la psychorigidité, la perte des émotions, le contrôle des comportements pour oublier le syndrome en fait post-traumatique. Quels conseils vous pourriez donner aux auditeurs ou aux auditrices qui se reconnaîtraient à travers certains symptômes dépeints par Marie et Caroline ? Alors, le premier conseil, c'est effectivement de se faire aider, parce que il y a déjà le sentiment d'être bien seul, avec une grande souffrance. Donc, l'important, c'est déjà d'oser en parler, comme on fait effectivement Marie et Caroline, pouvoir en parler à sa famille. C'est effectivement aider à déculpabiliser ces personnes-là, car il y a plusieurs causes. Il y a à la fois le facteur génétique qui peut entrer en compte, il y a le facteur sociétal aussi, avec ces lieux d'hyperconsommation, être mince à tout prix, faire du sport en excès, et puis l'adolescence où on n'est pas très bien dans son corps, et il y a ces contre-pensées sur lesquelles il faut lutter, c'est-à-dire que non, manger ne fait pas grossir. Le premier conseil au niveau du travail avec les thérapeutes, c'est de comprendre les enjeux de la prise de poids, c'est-à-dire d'avoir une explication sur ce qui se passe et pourquoi c'est important de prendre du poids. On pourra dire d'ailleurs démaigrir, aider à modifier les comportements dysfonctionnels, tous ces tocs et rituels qui se sont imposés, travailler à réduire cette hyperactivité physique et puis surtout travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi, à travers justement retrouver des relations sociales et familiales plus positives. Pour cela, la thérapie familiale, c'est vraiment une thérapie qui doit être associée, où on a beaucoup plus de guérison lorsque la famille fait partie du processus. Comment peut-on mieux vivre au quotidien avec une anorexie mentale ou peut-être même la dépasser ? Déjà, on en a un petit peu parlé, c'est libérer la parole, le dire sans être gêné, sans jugement. Et surtout, ça se soigne. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Lors d'événements un petit peu douloureux, il peut y avoir cette fragilité et réveiller effectivement la maladie. Donc, il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec les thérapeutes et prendre du temps pour se recentrer un petit peu sur soi lors de moments difficiles. Il existe les TCC, thérapies cognitivo-comportementalistes, qui sont très adaptées pour des personnes avec TCA, qui conseillent effectivement, par exemple, d'avoir un carnet sur soi, un carnet alimentaire thérapeutique, où la personne peut marquer constamment ce qu'elle a bu, manger et ce qu'elle a pu refuser. C'est un moyen de pouvoir exprimer au quotidien les difficultés et les petites victoires. C'est quelque chose de rassurant. Et surtout de pouvoir exprimer ses émotions. Bien souvent, les émotions ont été mises de côté par peur quand on a été effectivement anorexique. Les émotions sont peu exprimées et le fait de pouvoir les écrire, ça c'est très important. De pouvoir effectivement ne pas se censurer, ne pas se juger, ne pas les juger et noter au moment T ses sensations. Ensuite, on avance en ayant aussi des objectifs et des projets simples, en retrouvant le goût simple des choses, des petits plaisirs. C'est apprendre effectivement à profiter de l'instant présent, être en fait sur l'être et pas que dans le faire, et retrouver un rythme de vie équilibré. Après, le temps, c'est un paramètre incontournable. Et pour ce qui est des changements du comportement, ça prend du temps. Les changements de pensée prennent tout autant du temps. Donc, il faut aussi ne pas être trop exigeant vis-à-vis de soi-même, ce qui n'est pas simple quand on est perfectionniste. C'est arriver un petit peu à lâcher prise. Et ça peut se faire tout doucement par les TCC et puis avec son entourage, pouvoir avancer sereinement. Tout comme une addiction, il y a des rechutes, le chemin est un peu long, mais à chaque rechute, ça renforce en fait les possibilités de guérison. Donc il faut garder ça en tête et qu'on peut avoir une vie adaptée et avoir des projets comme n'importe qui en fait. Le tout, c'est de trouver en fait son projet et d'être bien accompagné.
En cas de trouble du comportement alimentaire, Aesio Mutuelle vous accompagne dans votre parcours de soins. Bénéficiez de remboursements pour les consultations chez le psychologue, profitez également de consultations chez le nutritionniste diététicien ou d'un programme méta-coaching pour aller vers une alimentation sereine. Rendez-vous sur aesio.fr.